tout à l'heure, je disais apprendre, échanger, s'inspirer. Ce matin, nous allons apprendre. Ça va être le fil conducteur de cette matinée avec différentes interventions à l'issue desquelles il vous sera possible de poser des questions aux orateurs. Donc il ne faudra pas hésiter à demander, à prendre la parole. Le PRS, Programme régional de santé, et le PRIT, Plan régional pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. PRS, PRIT, on a commencé à en parler dans les interventions d'ouverture. Pascal Clark et Florence Charrier, donc, vous représentez l'association Practice. Pascal en tant que directeur, Florence consultante et coordinatrice PRIT. Et je vous invite à nous parler des enjeux des diagnostics de ces documents. 1, 2. Voilà, on passe au manche debout, donc pour commencer à vous nourrir. Petit chronomètre, parce qu'on a pris un petit peu de... On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Simplement, oui, donc on nous a demandé de rendre compte des travaux qui avaient été conduits en 2017 dans le cadre des diagnostics qui ont été faits parallèlement, donc diagnostic projet régional de santé et plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Voilà. Alors simplement pour repositionner très rapidement, je vais pas faire le déroulé, la méthode, etc. Simplement pour dire qu'en 2017, bon, ça a été dit, et c'est très particulier effectivement sur la région normande, au moment où le PRITH où le PRITH se mettait en place, donc début 2017, l'ARS a souhaité donc amplifier les travaux de diagnostic sur les différents sujets, notamment sur la thématique de l'accès à l'emploi, avec un axe fort sur l'accès des publics relevant de SMS, donc à l'emploi, à l'insertion professionnelle. Dans ce cadre-là, on va rester sur les enseignements et enjeux relevés de ces travaux-là. Simplement pour rappeler qu'on a questionné dans une enquête qui a donc entretien, questionnaire, qui a touché une cent cinquantaine, je ne sais pas si ça se dit, d'acteurs, principalement du médico-social, mais aussi du service public de l'emploi. Donc l'idée, c'était d'interroger un peu la caractérisation des publics, mais surtout des projets, le travail autour des projets d'insertion professionnelle, notamment en milieu ordinaire, les trajectoires d'insertion, c'est-à-dire comment ces projets se réalisaient, et puis autour de ça, quelle était l'offre de prestations, merci Séraphin, sur la partie insertion professionnelle, donc de creuser un peu plus ces questions, et puis de voir quels partenariats développaient les structures sur le sujet, les pratiques, et puis évidemment repérer les besoins et les axes de progrès sur le sujet. Donc, sur les principaux enseignements, et on va les balayer ensemble avec Florence, le premier thème sur lequel on souhaitait revenir ce matin, c'était la question du projet professionnel, puisque assez vite, finalement, on s'est rendu compte, aussi bien dans les groupes de travail que dans le travail d'enquête sur, finalement, quels sont les publics qui ont des projets d'insertion professionnelle, dont en milieu ordinaire, dont en milieu protégé, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même une discussion autour de la notion même de projet, c'est-à-dire que derrière cette idée de projet, il y avait aussi bien la question de l'épanouissement, alors personnel, professionnel, que celle de l'évolution professionnelle ou de la mobilité professionnelle, et que finalement, ces notions-là n'étaient pas forcément toutes partagées. Et que finalement, dans la perception de c'est quoi un bon projet, où l'épanouissement personnel pouvait être une fin en soi. Donc évidemment, dans cette interrogation sur le devenir, l'évolution professionnelle et évidemment l'objectif d'insertion en milieu ordinaire, cette question du projet a été largement questionnée. Sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle, le constat a été fait que beaucoup de structures finalement dédiaient des ressources à cette question de l'insertion professionnelle.
remarquant faisant la remarque qu'elles n'étaient pas toujours formées aux questions d'insertion professionnelle, et notamment sur la version service public de l'emploi, insertion en milieu ordinaire. Et puis, une troisième question qui était de dire, mais finalement, l'insertion vers le milieu ordinaire, c'est pas une mécanique naturelle, c'est pas une mécanique qu'on pose comme ça sur la table en disant d'emblée quand les personnes arrivent, eh bien c'est quoi votre projet d'insertion au milieu ordinaire. Souvent, autour du projet, on est quand même aussi sur l'idée de trouver des solutions pour les personnes, pour les familles. Donc, on ne pense pas toujours à l'aspect professionnel et parcours professionnel d'emblée. Donc, c'est beaucoup des opportunités. Et ces opportunités, il faut qu'elles soient soutenues. Il faut qu'elles soient soutenues par des mises en situation professionnelles, par le développement des compétences, la formation, un certain nombre de choses. Et derrière, il y a quand même l'idée de sécuriser. Alors, en général, on dit sécuriser les parcours. Nous, on a transformé un peu l'idée en disant sécuriser, rassurer la personne, les familles, parce que franchir le pas de l'insertion en milieu ordinaire, c'est un risque pris, c'est des droits qui sont rediscutés, c'est voilà, des craintes quant à la possibilité de retour, voilà, mais c'est aussi pour l'établissement, c'est aussi de gérer des contraintes éventuelles de droit au retour, des bons éléments qui s'en vont, voilà, que c'est pas forcément évident finalement de faire sortir un travailleur d'une unité de production, voilà, particulièrement si celui-ci permet de réaliser des contrats et de faire vivre la structure. Donc derrière ces différents éléments, un des enjeux, évidemment, qui est apparu très fortement, c'était l'idée de promouvoir et de développer donc à la fois les pratiques et les outils de soutien à la réalisation du projet professionnel. Alors, le cas échéant vers le milieu ordinaire, c'est pas une provocation, c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est moins l'objectif de sortie vers le milieu ordinaire qui est important que de pouvoir faire progresser les gens. Et de pouvoir vraiment travailler sur le projet, les monter en compétences, voilà. Que le résultat soit au bout l'insertion en milieu ordinaire, évidemment c'est un objectif partagé, mais qu'à un moment donné, le but ne doit pas faire oublier le chemin, comme on dit, pour rester sur quelques citations célèbres. Donc, voilà pour le premier point. Je tiens à signaler que sur cette partie-là, finalement, ça a donné lieu à l'ouverture d'un groupe de travail complémentaire au diagnostic qui a permis de produire un point de repère sur la mobilité, les outils et les leviers de la mobilité vers le milieu ordinaire. Donc un autre constat, plutôt autour de l'articulation des services. Donc Pascal parlait tout à l'heure du chemin sur lequel la personne se retrouve et doit évoluer pour aller vers l'emploi. Ce qui est remonté, ce que l'on a constaté, c'est que l'environnement actuel n'était pas toujours propice à cette continuité de services et de prestations. Il ne faut pas oublier qu'on parle en plus d'un public donc, issu du médico-social, notamment avec souvent la particularité, pour je crois entre 60 ou 71% selon les structures, d'avoir une déficience intellectuelle, vient après, tout de suite après tout ce qui concerne les troubles cognitifs, avec en particulier les troubles du spectre autistique et les troubles du langage. Et derrière, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'accompagnement, de compensation. Très souvent, il y a des choses qui sont mises en place à un certain âge, et puis il y a des choses qui s'arrêtent parce que dans ce parcours, on passe de l'âge de l'enfant à l'âge de l'adulte. Et donc, on constate, et vous le savez très bien, que tous ces services, ces possibilités d'orientation vers des services d'accompagnement par la MDPH sont très cloisonnés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des expérimentations qui sont faites avec notamment des groupes qui se retrouvent autour justement des 16-25 ans pour éviter ce cloisonnement entre les trajectoires enfants-adultes.
Qui dit insertion professionnelle dit mobilisation des entreprises pour arriver vers l'emploi, donc des difficultés à accompagner vers l'insertion professionnelle, notamment du point de vue de ce rapport à l'entreprise, parce que pour continuer dans ce que je disais à l'instant, cette nécessité d'accompagnement rapproché, de compensation des situations de handicap, on va dire que ça concerne en particulier ce que nous on aime bien appeler l'accessibilité relationnelle. Et aujourd'hui, ce qui est remonté, ce qui est constaté, c'est que certes, il y a bien de l'emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises qui progressent. Concernant les publics issus des établissements médico-sociaux, il y a une grande méconnaissance des difficultés de ce public, et donc il y a un travail à faire pour parler davantage de ce public, de ses compétences et de ses compétences, de ses capacités et de sa motivation à aller travailler. Et enfin, une personne qui va travailler sur l'insertion professionnelle en établissement médico-social, elle a besoin de partenariats avec le service public de l'emploi, avec les structures d'insertion par l'activité économique. Donc le constat, c'est que ce partenariat, quand il existe, il est quand même très très peu fréquent, alors que tout à fait nécessaire, puisque une personne ne peut pas tout connaître du bassin de l'emploi, des aides qui changent régulièrement, de la configuration du territoire sur lequel il est. Donc un enjeu, améliorer cette continuité de service, et notamment dans cette transition enfant-adulte, dans aussi tout ce qui concerne les passerelles éducation-emploi, puisqu'il y a vraiment une période charnière, notamment pour les jeunes qui sortent du lycée. On a eu beaucoup d'exemples comme ça de trajectoires, qui n'ont pas forcément pu avoir accès à une formation, ou qui n'ont pas forcément construit un projet, et qui se retrouvent avec pas grand-chose. Et donc, il est nécessaire de trouver des moyens pour capitaliser tout ce qui aura pu se construire pendant cette période. Donc, les partenariats entre le médico-social, l'éducation nationale et le SPE pour favoriser toutes ces sorties vers l'emploi et sécuriser les parcours. Troisième point, donc, autour de l'offre de prestations. Donc, là aussi, quand on a commencé à détailler à travers l'enquête l'offre de prestations de services, on a vraiment un foisonnement d'offres à disposition, mais qui répondent chacune à des critères, des statuts différents, qui rend parfois l'appropriation complexe. D'autant plus complexe que quand on descend à une échelle territoriale, on n'a pas forcément les mêmes réponses, pas forcément les mêmes acteurs, on introduit aussi d'autres difficultés en termes d'hébergement, de logement, pour construire des parcours d'insertion qui soient sécurisés. Voilà, je l'ai dit, sur l'autonomie, l'accompagnement à la mobilité, qui finalement sont travaillés. Alors, dans l'enquête, ça nous a beaucoup questionné, puisque ces questions restent centrales dans tous les échanges qu'on a eus avec les acteurs. Et pour autant, dans la mise en œuvre de prestations autour de l'autonomie et de la mobilité, on était très en deçà d'autres types de réponses. Donc, il nous a semblé, en tout cas, important de soulever cette question de favoriser l'articulation des offres de prestations. Alors évidemment, c'est là où on introduit la question des PCTI qui a été largement évoquée, puisqu'il s'agit aussi de développer, alors c'est pas les seuls constats qui nourrissent évidemment ce projet, mais ça en fait partie largement, de dire comment organiser à l'échelle d'un territoire des réponses coordonnées pour favoriser donc l'accompagnement et notamment vers le milieu ordinaire. Autre enjeu, le développement des compétences. Il n'y a pas d'insertion professionnelle sans compétences. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a effectivement des dispositifs de reconnaissance des acquis, des formations qui sont largement mobilisées par les établissements, mais encore pour trop peu de personnes. Il y a une diversité en fait, de possibilités de reconnaissance des acquis par l'expérience, des référentiels métiers qui ne sont pas toujours harmonisés.
Et surtout, cette possibilité de faire reconnaître des acquis via l'expérience n'est pas suffisamment connue et donc doit être promue davantage. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Pierre Privat qui parlait de l'accès pour les personnes handicapées à la formation de droit commun. Là encore, c'est vrai qu'il y a une énorme progression. Ce que l'on a constaté, c'est qu'on était parfois sur des points bloquants pour des histoires de statut, tout simplement. Quand on est en IM Pro, par exemple, il y a des formations auxquelles on n'a absolument pas accès parce qu'il faut un statut scolaire pour pouvoir accéder à tel ou tel dispositif. Donc on est sur des trajectoires qui ne permettent... L'accessibilité à la formation de droit commun aujourd'hui n'est pas facile pour ces publics issus du médico-social. Alors, j'ajoute juste une petite précision là-dessus. C'est vrai que parmi les enjeux qu'on a sur le travail sur des parcours d'évolution professionnelle, d'insertion en milieu ordinaire, on a quand même cet écueil que si on attend que les gens soient dans le bon statut pour travailler les projets, on est toujours embêté. On le voit, je prends l'exemple des sorties d'Ulysse, puisque toutes les expériences qui se mettent en place pour améliorer l'insertion professionnelle des sortants d'Ulysse mettent sur la table quand même l'idée de préparer avant la sortie, évidemment, la suite. Sauf qu'avant la sortie, le statut d'élève ne permet pas l'accès à un certain nombre de dispositifs, d'aide, etc. Et ça, c'est toujours un écueil, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler constamment sur le juste après, sauf que le juste après, c'est souvent trop tard, et d'attendre que tous les éléments soient réunis pour pouvoir construire un parcours intéressant pose souvent un écueil. Donc ça, c'est sans doute des choses qu'il faudra penser à travailler. Ça va dans le sens de la réponse accompagnée pour tous, puisque c'est aussi l'idée de dire, sur un certain nombre de règles, est-ce qu'on peut déroger, est-ce qu'on peut s'affranchir de certaines contraintes pour aller vers le mieux. Donc ça, c'est un des points sur lesquels il faut avoir une attention particulière. Pardon. Il y a aussi ce sujet de la diversification des métiers. L'ouverture des choix professionnels, qui est un sujet central. On a pendant longtemps, et on peut encore en parler encore un peu aujourd'hui, cette histoire d'effet de filière, c'est-à-dire comme on le disait au début, on recherche plutôt une solution pour que la personne puisse être insérée quelque part. Et donc si l'établissement d'à côté propose espace vert et puis blanchisserie, et ben peut-être que la personne elle ne va du coup ne travailler son projet professionnel qu'en direction des espaces verts et de la blanchisserie. Et tous les professionnels font remonter que évidemment c'est pas comme ça qu'ils ont envie de travailler et qu'ils ont envie de travailler sur cette question de l'élargissement des choix professionnels, sachant que aujourd'hui il y a des dispositifs ou des prestations, des services qui sont proposés dans certains territoires de Normandie pour justement aider à cet élargissement des choix professionnels avec des ateliers de découverte de métiers, etc. Mais tout ça aujourd'hui n'est pas égal sur le territoire et donc doit être renforcé. Tout ça pour dire que l'enjeu, c'est vraiment cette idée de mutualisation de l'ensemble des dispositifs et des modalités de développement de compétences. Par exemple, on a des plateaux techniques dans des CRP, dans certains IME, qui permettent de découvrir des secteurs professionnels qu'il n'y a pas forcément dans les ZAD d'à côté. Comment faire pour ouvrir ces plateaux techniques, les mutualiser. Il y a aussi tout ce qui se passe autour du développement de cette notion d'organisation apprenante au sein des IME et des ESAT qui est à renforcer. Et puis, bien sûr, puisqu'il se passe des choses dans beaucoup de territoires qui sont tout à fait intéressantes, la question, c'est la capitalisation de toutes ces expériences pour que tout le monde puisse en profiter et que ce qui marche, on puisse voir s'il n'est pas possible de le dupliquer tout en étant bien en phase avec les particularités du territoire.
Et dernier point qu'on voulait souligner aujourd'hui, c'était autour même des trajectoires d'insertion. Alors, on n'a pas voulu vous faire une présentation chiffrée sur l'analyse un peu des trajectoires sur les projets, donc sur les publics qui avaient été identifiés par les structures dans l'enquête avec un projet d'insertion professionnelle. Donc, on avait demandé quelle était finalement la nature du projet. Donc, grosso modo, 19% pour les structures jeunes et 17% pour les adultes ont un projet d'insertion vers le milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'à contrario, le reste est plutôt sur... Alors, on a une partie de projets sans préférence de milieu d'insertion, mais majoritairement, on est quand même sur des projets milieu protégé. Et quand on regarde finalement à la sortie sur ces projets, sur ces mêmes personnes dont le projet a été réalisé, dans les structures jeunes, on est à peu près sur la même proportion qui l'ont réalisé en milieu ordinaire, et 24% pour les adultes. Voilà. Si on prend, alors on a toutes les structures ESMS, hein, donc sur les adultes, on est ESAT, SAVS, SAMSA. Juste une petite précision, pour les ESAT, on est sur plutôt 13% sur le milieu ordinaire. Je le redis, c'est pas le taux de sortie, c'est pas un taux de sortie, hein. C'est sur les projets réalisés, la proportion de sortie vers le milieu ordinaire. Donc dans les travaux que vous pourrez consulter, il y a du détail sur les sorties. Alors, je précise que cette question de la mobilité, elle est aussi sur la mobilité entre structures. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait pas tant que ça non plus de mobilité entre les structures, ce qui pose la question de si on veut faire de l'évolution de la mobilité professionnelle, indépendamment de la sortie vers le milieu ordinaire, il y a aussi la question de la mobilité entre les structures. Et un dernier point sur la question finalement qui est revenue très souvent, alors plus évidemment dans les groupes de travail et dans les suites du diagnostic, qui était de dire mais finalement on travaille, le projet de sortie en milieu ordinaire, il y a quand même la question de la motivation, indépendamment de la question des capacités et des compétences. Donc en gros, c'est très vite posé la question de celui qui veut et qui peut, on sait faire, on va le faire sortir. Je caricature un peu le propos. Mais celui qui veut et qui peut pas, qu'est-ce qu'on travaille comme projet? Et celui qui peut et qui veut pas, qu'est-ce qu'on travaille comme projet? Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ces questions, alors on n'a pas trouvé des réponses par rapport à ça, mais en tout cas cette question de la motivation nous est parue importante. Alors on reboucle avec les questions de sécurisation, mais indépendamment de ça, de s'interroger sur comment on aborde cette question-là. Donc en termes d'enjeux, on a aujourd'hui un schéma général qui a tendance à dire les solutions qu'on connaît et donc les trajectoires et notamment l'évolution éducation-emploi avec des projets vers le milieu protégé, ça fonctionne. Certes, on peut penser à autre chose, mais ça fonctionne, donc continuons. Il faut peut-être travailler sur développer ces opportunités et puis interroger les conditions d'évaluation ou d'appréciation régulière finalement de est-ce que la personne elle est bien à sa place entre guillemets ou pas, ou est-ce qu'elle souhaite évoluer, y compris vers le milieu ordinaire, donc des questions qui ne sont pas simples forcément à traiter. J'ai terminé. Simplement pour redire que l'ensemble des productions sont accessibles notamment sur le PRITH, le site du PRIT Normandie, pour en savoir plus.
Merci à vous.